Midi et un. Ah, c'est le Ah, webinaire is now broadcasting. Mais là, c'est en format webinaire, donc, donc on ne voit pas les gens, c'est ça. oui, et donc on voit les participants qui commencent à se connecter. Alors, je souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, vous, chers auditoires. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qu'on adresse aux mentors et qui va porter sur les émotions que vivent plusieurs entrepreneurs, donc plusieurs de vos mentorés, chers mentors, et qui peuvent prendre une place assez importante là, lors de vos rencontres mentorales. Alors, on a pensé offrir ce webinaire au Réseau M puisque une de nos mentors au Réseau M a été confrontée à cette réalité-là, mais dans son parcours professionnel. Alors, on croit que son expérience pourrait vous être utile à vous, les mentors. J'en profite pour vous la présenter. Sarah Gilbert. Bonjour, Sarah. Bonjour. Et je me présente, Lisanne Sénécal de l'équipe du Réseau M. Donc, je serai votre animatrice là, pour la prochaine heure. Donc, Sarah, vous êtes toujours active là, au sein de la firme que vous avez fondée, qui se nomme Développement des affaires stratégistes, et avec laquelle ben, vous accompagnez des professionnels entrepreneurs là, dans leur pratique d'affaires. Et là, vous nous disiez que depuis le début du confinement, ben, vous soutenez beaucoup les entrepreneurs pour les aider à composer avec les émotions qui peuvent survenir chez leurs clients. Et il y avait certaines notions qui pourraient servir à vos collègues mentors du réseau M. Et là, c'est ce qu'on cherche à faire, là, c'est vraiment de les aider à créer le contexte là, qui va faire en sorte que la rencontre mentorale soit enrichissante et bénéfique, là, malgré une charge émotive qui peut venir de notre mentoré, qui peut parfois être difficile là, à recevoir. Là. Donc, je tiens seulement à mentionner, il ne s'agit pas d'une formation officielle du réseau M, mais vous avez gentiment accepté de venir partager vos trucs et certaines de vos observations là, avec vos collègues et vraiment pour les appuyer dans leur posture mentorale. Bien, un grand merci pour ça, Sarah. On est bien content de vous avoir avec nous. Et pour vous présenter brièvement à vos collègues, vous êtes mentor au réseau M depuis 2016 maintenant. Vous avez maintenant 3 jumelages à votre actif et vous êtes aussi mentor animatrice en mentorat de groupe au HEC. Et là, ben, fait intéressant qu'on aime bien souligner, là, vous étiez auparavant mentoré au réseau M jusqu'en 2015. Donc, vous avez maintenant passé de l'autre côté pour redonner. Et ben, c'est vraiment ce que vous faites aujourd'hui encore une fois pour la conférence, parce qu'on parle d'un partage d'expérience. On a voulu en faire vraiment un partage. Donc, j'invite les auditeurs, chers mentors, à interagir avec nous, à poser vos questions. Partagez-nous vos expériences aussi. Et vous pouvez le faire là, tout au long de la conférence. Pour le faire, vous pouvez utiliser la petite bulle de texte, donc l'icône converser, que vous allez voir apparaître au bas de l'écran lorsque vous déplacez votre curseur. Et vous pouvez taper vos questions, vos commentaires, et je pourrai par la suite les relayer à Sarah en ondes durant la période des questions. Ceci dit, j'aimerais quand même ajouter là, que la conférence sera rendue disponible sur le site du réseau M. Alors, pour nous assurer de conserver la confidentialité des jumelages, tout détail, là, toute allusion qui serait susceptible de reconnaître une personne sera modérée par l'équipe du réseau M là, pour qu'il n'y ait pas d'identification possible. Donc, je crois que tout le monde est connecté. Pour tous ceux qui se sont joints à nous dernièrement, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de partage en compagnie de notre mentor entrepreneur, Sarah Gilbert. Sarah, j'ai assez parlé. Je vous cède la parole. Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Donc, oui, en plus de qu'est-ce que Lisanne elle a dit, moi, je suis aussi une coach en PNL, donc je travaille beaucoup avec le comportement humain. Fait que j'ai amené une présentation en toute transparence. C'est vraiment une conférence que je fais qui dure au minimum 60 minutes à 90 minutes, qui peut des fois ça aller jusqu'à un atelier d'une demi-journée, une journée. Fait que j'ai compressé l'information. On va aller un petit peu vite, mais mon objectif aujourd'hui, c'est de nous aider à titre de mentor avec des outils concrets pour aider nos mentorés à naviguer dans tout ce qui se passe, mais nous aussi à naviguer dans tout ce qui se passe. Fait que moi, je vais partager mon écran.
questions, questionnements, je vais toutes les prendre, ça va me faire grandement plaisir. Là, on va essayer de faire ça dans un condensé d'environ 35 minutes. Donc, je vais aller quand même vite, mais si vous avez des questions, on va justement à la fin avoir une question, une session de période de questions et réponses. Je traduis des fois dans ma tête, puis ça ne fonctionne pas toujours bien. Donc, je vais juste peut-être les garder là-dessus, puis on va y aller avec ça. Donc, ça va aller un petit peu vite, mais l'idée, c'est d'aller chercher 2-3 outils que pour vous parlent, que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Donc, je partage mon écran. Juste, voilà. Juste me dire si tout est correct. Oui, on voit bien la présentation. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment d'adresser de comment aider nos mentors à gérer leurs émotions. Donc, présentement, on a les 2 éléments clés qui forment la crise parfaite. C'est vraiment la tempête parfaite. On a 2 éléments. On a de la nouveauté et on a de l'incertitude. Ces 2 éléments-là font que le comportement humain, les gens retombent en période de crise. Et dans la période de crise, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'humain retourne à l'émotion, à l'instinct. Donc, qu'est-ce qui fait que justement qu'il y a la crise? C'est ces 2 éléments-là. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On n'a jamais vécu ça. Donc, ça l'aide à aider à expliquer à nos mentorés qu'est-ce qui est en train de se passer présentement en comprenant qu'il y a ces 2 éléments-là. Moi, je l'ai partagé avec certains de mes clients et certains de mes mentorés. Ça les a aidés justement à mettre au jour de « OK, c'est ça qui fait que je me sens comme ça ». Donc, évidemment, cette crise-là, c'est une opportunité pour nous aussi de justement comment est-ce qu'on peut les aider à gérer leurs émotions qu'ils vont utiliser maintenant, mais qu'ils vont utiliser pour tout le temps dans leur parcours d'entrepreneur. Parce qu'on s'entend que c'est dans la tête, c'est le mindset que tout se passe. Donc, aujourd'hui, je vais mettre beaucoup l'accent sur le pouvoir des mots qu'on utilise. Parce que le pouvoir des mots, tu sais, c'est pour moi, de la manière dont je le vois, c'est que c'est un outil dans ma boîte à outils pour être capable d'épauler mes mentorés. Avec les mots que je vais aller utiliser, je vais être capable justement de les aider à mettre des choses au jour. Puis, la réalité, c'est quand on écoute comment une personne parle, elle nous ouvre vraiment c'est sa porte d'entrée à toute son chaîne de pensée. Quand je porte attention de comment une personne structure ses phrases, les mots qu'elles utilisent, le temps des verbes même qu'ils utilisent, on le sait tout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, leur croyance sort par leur bouche. Donc, c'est comme ça qu'on peut les aider justement en mettant en jour, puis des fois en challengeant leurs croyances. Donc, le pouvoir des mots, le processus, dans le fond, parce que comme tout, il y a un processus, ce qu'on va aller voir, c'est le dit et le non-dit de notre mentoré. Pour justement aller chercher c'est quoi leur désir, leur rêve, mais aussi c'est quoi leur peur présentement. D'entrer dans leur monde de communication et de parler de la manière qu'eux vont nous interpréter pour les aider, pour qu'ils puissent passer sur leurs objectifs. Donc, qui je suis, Lisanne nous a très bien présenté. Donc, je suis une stratège d'affaires et une coach en mindset, mais je suis aussi une entrepreneur. Donc, qui fait que comprendre leur réalité nous aide justement à voir qu'on est tous dans le même bateau. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses. Je les ai séparées un petit peu différemment, mais on va te parler de quelques éléments clés du fonctionnement de la communication. On va adresser le dialogue interne parce que ça, cette petite voix-là, c'est tout se passe là-dedans. Puis, on va terminer avec le dialogue externe. Comme je dis, c'est vraiment aujourd'hui, tout en grande famille qu'on le fait. Je l'amène dans le condensé, mais c'est vraiment pour vous amener des outils. Donc, si on regarde des éléments essentiels qu'on veut comprendre au niveau de la communication, mais la première étape que je veux amener, c'est l'échelle d'émotion. Donc, il y a une échelle d'émotion qui a été démontrée. Nous, notre rôle, c'est de comprendre sur cette échelle-là, moi, je suis où? Puis mon mentoré, il est où là-dedans?
Fait que si moi j'ai une mentorée qui est à l'échelle le plus bas, qui est dans la peur, la dépression, l'impuissance, elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer de faire parce qu'on a beaucoup de mentors présentement qui sont là-dedans parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer avec leur business. Mais si moi j'arrive et j'ai une émotion qui est optimiste, je vais dire ça va bien aller, mais tu vois, ça va aussi, ça commence à déconfiner puis ça va bien aller. L'écart émotionnel entre nous deux, il est trop grand, qui va faire que le message que j'essaie de communiquer, il ne passera pas. Donc, qu'est-ce que nous, on veut aller faire? C'est qu'on veut aller réduire l'écart émotionnel. Quand je réduis le gap, la communication, elle devient possible. Parce que quand c'est trop loin, on n'est pas capable de connecter ensemble. Fait que juste de conscientiser émotionnellement mon mentor et mon mentoré, il est où? Et émotionnellement, moi, je suis où? Et comment est-ce que je peux réduire cet écart-là? On va voir, on voit que la communication puis le message qu'on veut aller passer, après ça, on est capable de l'amener dans une échelle d'émotion qui est plus élevée, une étape à la fois. Donc, c'est pour ça qu'il arrive, c'est pourquoi que les conversations, on ne se souvient pas les mêmes choses, on a dit quelque chose, le mentoré ne s'en souvient pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a vraiment 3 côtés à une histoire. Il y a ma version, la version de l'autre personne et il y a la réalité. Donc, il y a 3 choses qui vont venir influencer une communication. Premièrement, au niveau biologique, le cerveau en lui-même va venir influencer le message. L'expérience de vie du mentoré va venir influencer le message. Et celui qu'on va parler un peu plus, c'est la personnalité de notre mentoré va venir influencer le message. Qu'est-ce que je veux dire? Mais au niveau du cerveau, le cerveau fait 3 choses dans une communication. Il va faire une omission, qui va dire qu'il va prendre juste certaines parties d'informations. Le cerveau peut juste prendre entre 4 et 7 bribes d'informations. Donc, si on a une grande conversation avec nos mentorés de, je ne sais pas, 1 heure, 1h30, mais le cerveau, il va juste en prendre certaines portions. Le cerveau va aussi faire une généralisation. Donc, le cerveau va regarder autour de lui et quand il voit un exemple de 5 personnes ou 5 situations, il va faire une généralisation. Donc, c'est tout comme ça. Et le cerveau va aussi faire une distorsion. Donc, il va aller créer, imaginer sa propre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme mentors? C'est qu'on veut, moi, une question avec laquelle je termine toutes mes rencontres, c'est « Avec quoi tu repars aujourd'hui? » Avec quoi tu repars aujourd'hui? Ça me permet de voir comment est-ce que le cerveau de mon mentoré a transformé le message qu'on a eu ensemble. Et oui, des fois, de ramener des éléments qui sont plus importants sur lesquels on pense que notre mentoré devrait peut-être considérer. Donc, en posant cette question-là, je suis capable d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Évidemment, dans nos personnalités, il y a l'expérience de vie de notre mentoré qui va venir influencer. Il y a les gens aussi qui les entourent. Donc, de poser des questions sur c'est qui les gens qui les entourent, comme c'est quoi l'énergie puis l'émotion des gens qui nous entourent. Fait que si moi, je suis entourée d'autres entrepreneurs qui sont tous en train de faire faillite ou que ça ne va pas bien, bien ça va venir influencer, dans le fond, mon tempérament et comment je vois la situation. Et il y a 3 peurs que tout humain a par rapport au changement. Fait que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nos mentorés qui doivent s'adapter, adapter leur modèle d'affaires avec ce qui est en train de se passer, adapter leur approche. Donc, soit que les gens vont avoir peur de perdre, que je vais perdre quelque chose si j'innove, si j'adapte mon processus, ma manière de faire, ma business, ou il y en a qui vont avoir peur que le processus va être compliqué. Et il y en a qui disent, bien, si je fais tous ces changements-là, bien, il ne se passera rien, ça va être la même chose. Donc, des fois, on se demande pourquoi nos mentorés, d'une rencontre à l'autre, c'est comme la même conversation, puis ils n'ont pas passé à l'action. Mais peut-être d'aller questionner, c'est laquelle des peurs qui les empêche de passer à l'action. Et au niveau de la personnalité, je veux vous amener des schèmes comportementaux qui vont venir influencer. Donc, il y a des gens qui sont allés vers un objectif et il y a des gens qui sont s'éloignés d'eux. Moi, personnellement, je suis une personne qui est très allée vers.
Donc, mais quand je parle avec quelqu'un qui est s'éloigné d'eux, mon rôle, c'est de comprendre son monde et de lui parler dans son schéma de communication. Je vais dire la même chose, mais le message va être positionné différemment. Donc, quelqu'un qui est allé vers, c'est qu'il veut avoir plus d'objectifs, qui veut avancer, qui veut innover, et quelqu'un qui veut s'éloigner d'eux, c'est quelqu'un qui veut s'éloigner d'un problème. Donc, parfois, nous, si on est allé vers, parler avec quelqu'un qui est s'éloigné d'eux, on fait comme, ben là, la personne elle est négative, elle voit des problèmes aussi, mais elle n'est pas négative. C'est juste dans son schéma comportemental qu'elle est s'éloigner d'eux. Donc, juste en comprenant ça, puis en leur parlant dans leur schéma, donc ça va t'enlever ça. Il va y avoir moins de telles choses, va nous permet justement de les aider à passer à l'action. Donc, je vais juste passer parce que là, on a, par souci de temps. Mais aussi, il y a des points de référence. Donc, le point de référence, sur quoi la personne se base? Est-ce qu'elle se base sur son point de référence interne, comment elle se sent, comment elle perçoit les choses, ou le point de référence externe? La personne se fie aux gens autour d'eux. D'être capable de voir, premièrement, moi comme mentor, mon point de référence, il est où? Et mon mentoré maintenant, son point de référence, il est où? Et là, d'adapter mon langage pour que ça soit dans le point de référence de la personne. Fait quelqu'un qui a un point de référence interne, je vais lui poser, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux en faire? Quelqu'un qui a un point de référence externe, bien peut-être qu'on va vouloir les guider vers des ressources, vers des recherches pour justement qu'ils aillent chercher ce point de référence-là qu'eux ont besoin. Fait que vous voyez qu'avec les mots qu'on utilise, on est capable d'avoir une influence incroyable pour aider, pour guider nos mentorés. Juste écouter comment est-ce qu'ils nous parlent. Donc, là, si on revient au dialogue interne. Donc, le dialogue interne, c'est la petite voix qu'on a. Cette petite voix-là, présentement, elle est encore plus forte. Fait que vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'échelle d'émotion, mais le dialogue interne, il nourrit cette échelle d'émotion-là, puis ça devient cumulatif. Fait que si j'ai des pensées qui sont positives, un dialogue interne qui est positif, je vais en avoir plus. Mais si j'ai un dialogue négatif, bien, je vais en avoir plus aussi. Donc, cette petite voix-là, c'est celle qui guide nos actions au quotidien. Donc, Joe Dispenza nous a montré qu'à partir de 35 ans, 95% de nos comportements, c'est des automatismes. Fait que quand on pense à nos mentorés, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est leurs croyances. Qu'est-ce qu'ils nous partagent? C'est les émotions. Puis souvent, c'est inconscient. Donc, nous, notre rôle de mentor, de la manière que moi je le vois, c'est de les aider à mettre ça au jour, à conscientiser qu'est-ce qui est inconscient. Parce que quand on le conscientise, là, je peux faire quelque chose avec ça. Donc, on crée notre monde avec notre dialogue interne. Donc, si on a un mentoré qui est tout le temps « Ah, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé », bien, c'est sûr que le cerveau va toujours trouver des façons de rester occupé, d'être occupé. Donc, qu'est-ce que la personne dit à l'externe, c'est vraiment le reflet de qu'est-ce qui est en train de se passer à l'interne. L'affaire, c'est que souvent, on ne le conscientise pas. Je ne m'en rends pas compte que je suis tout le temps en train de dire que je suis occupée. Mais si je change mon langage, je vais être capable de changer mon comportement. Parfois, c'est juste une personne qui va lui dire « Tu as remarqué, tu dis telle chose souvent. Tu as remarqué que tu dis telle chose à répétition. Puis est-ce que ça t'aide de dire ça? » Donc, on sait que nos croyances influencent nos comportements. Si je pense que je suis capable, je vais le faire. Si je vais le faire, je vais avoir le résultat en conséquence. Mais ce qui a été démontré en neurosciences, c'est que le langage influence mes croyances qui vont influencer nos comportements et nos résultats. Donc, de mettre au jour le langage de nos mentorés, puis de leur juste les amener à conscientiser, c'est fou l'influence que ça peut avoir sur les décisions qu'après ça, eux-mêmes vont prendre. Donc, parce qu'on a tous une histoire qu'on se raconte. Maintenant, la question, c'est, est-ce que l'histoire, elle nourrit ou non? Fait que moi, souvent, tu sais, je pense à mes mentorés, puis ils vont me parler de quelque chose, je dis, OK, donc, l'histoire que ton cerveau te raconte, c'est. Et là, ça leur permet de se détacher émotionnellement de ce dialogue interne-là pour le mettre au jour. Et après ça, ils sont capables de dire, attends une minute, est-ce que c'est vrai ça?
Est-ce que je veux croire à ça? Puis la magie, elle est là. Et dans l'état d'esprit, dans le mindset qu'on les aide à développer. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est aider à justement généraliser le positif et isoler le négatif. Le cerveau, lui, sa job, il va généraliser le négatif et isoler le positif. On a tous eu des exemples où on a 15 bons commentaires sur quelque chose, puis on en a un négatif, puis on fixe là-dessus. C'est juste le cerveau qui fait sa job. Donc, nous, c'est d'amener nos mentorés à généraliser justement le positif dans tout ce qui est en train de se passer et juste d'isoler le négatif, de le contextualiser. Cette journée-là, est-ce que ça se pourrait que cette journée-là, dans cette situation-là, avec ce client-là, ça n'a pas bien été? Donc, quand je le mets dans un contexte puis je l'isole, ça fait qu'après ça, mes croyances que je suis capable demeurent intactes. Et en généralisant, ce qu'on permet de faire, c'est qu'on permet de recadrer. Recadrer les intentions, de voir les choses d'une autre perspective. Puis moi, celle-là, je l'amène souvent à mes mentorés. Je dis, tu sais, Thomas Edison, il dit, j'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons que ça ne marchait pas. Donc, de recadrer même leur dialogue pour enlever cette émotion-là, puis changer le dialogue interne. Parce que ce qu'on veut amener, c'est vraiment des amener à conscientiser, de protéger leur mindset. Leur état d'esprit, c'est l'affaire la plus précieuse qu'on n'a pas. En faisant attention à notre dialogue interne, en conscientisant qu'est-ce qui se passe dans leur dialogue interne, on les aide justement à protéger. Si tu ne peux pas le contrôler, ce n'est pas de tes affaires, sors-le de ta bulle. Donc, et de là, de porter attention, c'est quoi les expressions qu'ils utilisent? Moi, j'appelle ça des devises personnelles. Tu sais, moi, il y en a que j'utilise, il y a un cadeau là-dedans. À chaque fois qu'il se passe quelque chose qui ne va pas bien, là, je dis, il y a un cadeau là-dedans. Moi, tout le monde maintenant me répète, je le sais, Sarah, il y a un cadeau là-dedans. Ah, mais c'est quoi le cadeau? Donc, ces expressions-là deviennent nos devises. C'est quoi leurs expressions? C'est quoi aussi, nous, nos expressions? Fait que moi, je pose tout le temps, tu sais, ici, c'était simple. Il y a un cadeau là-dedans. C'est simple de même, la vie. Moi, c'est ça, comme ça, je vois de même. Fait que plus que je répète, plus que je l'incarne, inconsciemment, plus qu'eux le répètent aussi, puis eux viennent à l'incarner. Tu sais, moi, mon objectif, c'est que mon mentoré, il n'a pas besoin de moi. Qu'ils se disent, ouais, j'avais ta voix dans ma tête qui me dit, et si c'était simple, Sarah, je ferais quoi? Tu sais? Fait que c'est ça qu'on va aller créer. Donc, Dr. James Gill, il dit, j'adore cette citation-là, il dit, vous devez vous parler moins, vous parlez plus et vous écoutez moins. Fait que le dialogue interne, de le mettre au jour, de le mettre au défi, je pense que c'est un des plus beaux outils qu'on peut donner à nos mentorés. Et maintenant, si on va dans le dialogue interne, les mots qu'on utilise, mais pourquoi je passe par le dialogue interne en premier? C'est que, oui, j'ai parlé beaucoup de nos mentorés, mais nous aussi. Nous, il faut avoir un dialogue interne qui est positif parce que si moi-même, je suis dans l'échelle des émotions, je suis stressée, ça va pas bien, je suis peut-être pas dans le désespoir, mais si moi, je suis dans ce dialogue interne-là, c'est ça que je vais aller transmettre à mon mentoré via les neurones miroirs. Donc, premièrement, oui, de prendre soin de notre propre mindset pour être capable d'avoir justement cette tranquillité-là, ce grounding-là qu'on va pouvoir leur transmettre. Parce que 95% des décisions que les humains prennent sont basées sur des émotions. Donc, si moi, j'arrive avec un stress, c'est ça que je vais aller donner. Mais quand moi, j'arrive je suis déposée, mais c'est justement cette émotion-là aussi que je vais amener à mon mentoré qui va l'amener à passer à l'action. Aussi, de les ramener à pourquoi est-ce qu'ils ont parti cette business-là? C'est quoi le core? C'est quoi la mission qu'ils se sont donnée avec cette business-là? De ramener toujours à ça. Puis, parce que souvent, cette mission-là, elle est viscérale. Fait que quand on revient avec cette mission-là, cette incarnation-là, c'est là où, après ça, ils commencent à enlever plein d'affaires, de choses qu'il y avait sur leur liste à faire, d'être occupés, puis ils reviennent à l'essentiel. Donc, des années à comment je me sens, pas comment je pense. Comment tu te sens là-dedans? Comment tu te sens avec cette idée-là?
comment est-ce que tu te sens avec cette option-là? De ramener justement dans leur ressenti parce que l'action, elle va passer par cette émotion-là. Comme je disais, de ramener à, moi, ce que j'appelle le motivateur ultime. C'est le, qu'est-ce qui drive en arrière de tout ça? Puis il y a des questions que je ramène souvent, tu sais, je suis curieuse. Au début, là, tu l'as fait, tu sais pourquoi ta business? Puis même de eux-mêmes de répéter cette vision-là, qu'est-ce qui les motive? T'sais, pourquoi est-ce que c'est important ça? Puis, tu sais, qu'est-ce que ça va t'apporter? Puis plus qu'on les ramène justement sur ce motivateur ultime-là, plus qu'ils reviennent à leurs émotions de joie, de plénitude, d'accomplissement. Puis ça, quand on rentre dans ce monde-là, on rentre dans un monde de possibilités, d'opportunités. C'est là où est-ce qu'on veut les amener le plus possible. Mais là, avec toutes les nouvelles, qu'est-ce qui se passe, avec tout ce qui se passe, on a tendance à vraiment d'aller dans l'énergie qui est plus négative. Fait que nous, un autre outil dans notre boîte à outils, c'est de revenir à ce fameux motivateur ultime-là. Puis je dis, OK. Puis des fois, c'est des amener aussi à penser que la manière que tu fais ta business présentement, c'est un véhicule pour atteindre cette mission-là. Quelle autre façon tu pourrais y arriver? Donc, en PNL, on appelle ça du morcelage. Donc, il y a plein de façons pour aller faire Montréal-Québec. Je peux prendre la 40, je peux prendre la 20, je peux prendre l'auto, je peux prendre le train. Il y a plein de façons. Donc, quand on revient à le motivateur ultime, on se détache aussi à qu'est-ce qu'on fait puis la manière qu'on le fait. Puis là, on ouvre l'esprit, en fait, de ah, ben oui, mais je pourrais aussi le faire comme ça. Je pourrais aussi le faire comme ça. Puis le cadeau d'un mentor, c'est ça, c'est d'ouvrir l'état d'esprit. Puis, tout dans nos conversations, une chose qui est hyper importante au niveau du cerveau, la manière que le cerveau retient l'information, c'est en partageant des histoires. Donc, nous aussi, de partager du storytelling, de développer notre storytelling et de le partager intentionnellement. Fait que ça peut être des histoires de moi dans ma vie personnelle, ça peut être des histoires d'entrepreneurs comme eux. Et une chose que moi, personnellement, je joue beaucoup avec, c'est des analogies. Fait que je vais souvent aller faire des analogies parce que le cerveau fonctionne en images. Fait que, tu sais, si quelqu'un me dit, si une de mes mentorées me dit, bon, ben moi, j'ai plein d'affaires à faire ou j'ai plein d'idées, ben, c'est comme une aiguille dans une botte de foin, ou je vais souvent aller faire des analogies comme ça pour que, justement, ça l'imprègne une image mentale. Et ce que je dis, au lieu que ça reste rationnel, ça vient s'imprégner. Et là, c'est de là qu'il colle, parce que quand on sait comment le cerveau fonctionne, on travaille avec. Puis, si vous y pensez, d'utiliser avec moi ce que j'appelle des mots de corps. 80% de l'information part du corps et s'en va au cerveau. 20% de l'information va du cerveau au corps. Preuve à l'appui, je vous demande votre mot de passe pour votre ordinateur. La majorité des gens ne sont pas capables de le donner, mais dès qu'ils sont assis à l'ordinateur, ils sont capables de le taper. Donc, tu sais, je tenais à te dire, je crois que ça, c'est des mots qui viennent chercher le corps et qui ont beaucoup plus de puissance dans le message que je veux aller utiliser. Donc, moi, j'en ai tu sais, j'en ai des mentorés aussi avec lesquels je vais jaser un petit peu moins souvent. Mais tu sais, je veux dire, je tenais à voir comment tu allais. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus powerful, de plus de pouvoir derrière que je voulais juste voir comment tu vas. Donc, seulement des changements de mots vont avoir une grande influence sur comment est-ce que le message il est perçu et il est reçu. Celle-là, je l'aime beaucoup, puis je voulais l'amener, puis je la garde tout le temps, puis je la garde intentionnellement en anglais pour démontrer ça, justement, les mots de corps. Martin Luther King gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Un plan, c'est rationnel. Ça n'amène pas les gens à passer à l'action. Un rêve, c'est émotionnel. C'est là où on veut les ramener, nos mentorés. C'est là où la magie elle va se passer. Évidemment, ben, nous, une grosse partie de notre rôle comme mentor, ben, c'est de poser pas juste des questions, mais des excellentes questions. Donc, moi, je dis souvent, quand je pose une question, j'ai une réponse. Mais quand je pose une excellente question, j'ai la vérité.
Donc, de porter attention, quel type de questions est-ce qu'on pose? Puis, est-ce que c'est une bonne question ou est-ce que c'est une excellente question? Une excellente question va souvent on va souvent avoir la réaction de je ne sais pas, je n'avais jamais pensé comme ça, ou est-ce que tu peux répéter? Ça veut dire qu'on est à la bonne place, on est en train de poser une excellente question. Parce que ce qui arrive, c'est que quand je pose une question, le cerveau ne peut faire rien d'autre que trouver une réponse à cette question-là. D'où l'importance de poser d'excellentes questions. Si le mentoriste pose la question de bien là, je me demande pourquoi ça ne marche pas, ces affaires-là, bien, le cerveau va justement lui démontrer plein de façons du pourquoi que ça ne fonctionne pas. Fait que de nous de poser d'excellentes questions, mais aussi d'amener les mentorés à se poser d'excellentes questions. Ça va tout changer. Puis, tu sais, quand je pose une question, je change aussi le comportement. Fait que si je dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit simple? Ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça soit simple? Bien là, j'amène un monde de possibilités de trouver des solutions qui sont simples. Fait que, oui, on veut les amener à passer à l'action sur de l'émotion, mais d'ancrer leur propre décision sur du rationnel. Parce que le dialogue interne, lui, il vient avec le côté logique. Donc, oui, voici ton motivateur ultime. C'est quoi la mission que tu t'es donnée avec ta business? Mais aussi de venir l'ancrer avec du rationnel parce que la prise de décision, elle est vraiment en deux parties. Évidemment, si je parle de rationnel, bien là, je peux poser des questions comme qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la première petite étape que tu peux faire pour justement venir ancrer ça? Parce que si c'est juste sur la motivation, c'est l'élément le plus intangible des intangibles. Donc, restons pas dans la motivation, mais vraiment d'amener à, c'est quoi le côté logique de la nouvelle idée qu'ils ont, de l'action qu'ils veulent prendre ou de qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de maintenant. Puis évidemment, bien, comme mentor, je pense que s'il y a une qualité qu'on a, c'est de développer une écoute, mais une écoute qui est exceptionnelle. Parce que ce qui est important pour l'humain, c'est d'être compris, pas que nous, on comprenne l'autre personne. Fait que notre rôle, c'est de vraiment de démontrer de l'empathie. Puis de poser des questions pour aller chercher justement, puis qu'est-ce qui s'est passé avec ça, après ça, puis comment est-ce que tu vois ça, qu'est-ce que ça va t'amener. Puis, tu sais, d'amener la personne à elle-même se vendre même à ses propres idées. Tu sais, dans les questions, moi, je vais souvent dire, évitez les questions qui commencent par « pourquoi ». Parce que le mot « pourquoi » est très confrontant pour le cerveau. Le seul temps où je vais aller utiliser le mot « pourquoi », c'est quand je veux que quelqu'un se vende eux-mêmes sur leur idée pour qu'ils se justifient eux-mêmes du pourquoi est-ce qu'ils vont passer à l'action. Donc, notre mentoré nous arrive avec une idée de qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place avec tout ce qui est en train de se passer. Il dit « OK, pourquoi c'est une bonne action ça? Puis pourquoi c'est important de faire ça? » Et eux-mêmes vont ancrer leur décision avec la logique. Donc, nous, d'écouter pour justement être capable d'aller poser ces excellentes questions-là pour les amener à eux-mêmes, d'amener plus d'outils dans leur boîte à outils, à venir même eux-mêmes ancrer leurs décisions. Parce que quand on a les deux composantes de la prise de décision, l'émotionnel et le rationnel, c'est là où l'idée, le concept devient indélogeable. C'est là où vraiment on voit les gens passer à l'action. Donc, c'est sûr que, tu sais, nous, des fois, on veut aider, puis, tu sais, moi aussi, là, je tombe dans le panneau. Mais, tu sais, de regarder, de dire, OK, moi, c'est quoi ma technique d'écoute? Est-ce que je regarde pour les faits, les détails? Est-ce que je vais vraiment dans le fond de l'histoire de la personne? Est-ce que je réagis à ses émotions? Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait que je reste dans la conversation? Qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que des fois, j'ai la misère à rester silencieux? Fait que, oui, surtout quand nos mentorés nous arrivent dans l'émotion, des fois, on veut trop aider. Fait qu'on va arriver et on va vouloir donner des solutions ou on va vouloir plus amener une question, mais peut-être pas une excellente question. Donc, de développer aussi, c'est quoi, moi, mon type d'écoute que je suis en train de faire. Puis,
comme je vous ai dit, moi, je suis aussi une coach en PNL, parmi bien d'autres choses, là, mais certains des outils dans votre boîte à outils présentement, des mots vraiment à utiliser ou intentionnellement, conscientiser comment utiliser. Donc, il y a un mot, c'est le mot « mais ». Que celui-là, on veut vraiment être intentionnel quand on l'utilise. Parce que pour le cerveau, tout ce qui est devant le mot « mais », il est effacé. Donc, quand mon mentoré vient me dire « j'avais cette idée-là, mais là, j'ai pensé que… » bien, il vient justement d'enlever toute cette portion-là de la phrase. Fait que de nous, de recadrer, peut-être de répéter même leur phrase et en changeant le « mais » avec « et en même temps ». Il y a des fois où on va aller l'utiliser intentionnellement, le « mais », mais souvent, quand vous portez attention à comment les gens l'utilisent, ils cassent leur phrase en deux, qui fait que toute la bonne partie de la phrase, le cerveau, il va l'avoir complètement oubliée. Une autre structure de phrase, c'est les « ne pas ». Tu sais, inquiète-toi pas. Ce qui arrive, c'est que le cerveau ne sait pas comment ne pas faire. Il ne sait pas comment faire ça, le cerveau. Le cerveau, lui, est capable de faire. Fait que quand on dit une phrase à la négative, bien, le cerveau de notre mentoré est obligé de le faire et de le défaire avant que le message passe. Et souvent, bien là, il est comme un peu trop tard. Donc, de là, de nous-mêmes changer nos structures de phrases, parfois même d'amener nos mentorés à changer leur structure de phrase. Moi, ça, je l'explique à mes mentorés. Ben, je ne sais pas si je peux poser, là, mais en tout cas, Lisanne va me le dire si je peux se poser, mais tu sais, je l'explique le fonctionnement, qu'est-ce que ça vient de faire dans le cerveau de nos mentorés. Donc, là, ça va être vraiment souvent de restructurer la phrase pour que, justement, ça devienne des phrases qui sont au positif. Donc, je veux plus ci, je veux pas ça, je veux plus ci. Comment est-ce qu'on peut le mettre au positif? OK? Mais qu'est-ce que tu veux à la place? Et un mot qui est hyper important pour le cerveau, c'est le mot « ensemble ». On est des êtres sociaux, de communauté. Fait que le mot « ensemble » a une portée émotionnelle énorme sur comment la personne se ressent. Fait qu'il y a aussi des mots parallèles qu'on va aller utiliser, qui vont avoir la même émotion, le « ensemble », le « nous » et le « on ». Comment je les utilise dans la vraie vie? Bien, des fois, moi, je vais aller dire, OK, puis si on le regardait d'une autre façon, ça pourrait être quoi? Et là, mon mentoré va sortir des idées. Parfait, ta première étape, ça va être quoi? Je ne le sauve pas en disant que je vais le faire pour lui ou avec lui ou quoi que ce soit. Mais juste la première personne, OK, si on y pensait différemment, ça donne la même émotion. L'humain a besoin de cette communauté-là, ce sentiment de communauté-là. Puis le mot « ensemble » a le pouvoir de transmettre justement cette émotion-là. Puis, je voulais partager avec vous, je vais partager avec vous un comportement, des patterns humains en période de crise, en période d'émotions fortes, qu'on veut particulièrement porter attention. Celui que je vais vous amener, justement, c'est le triangle de Karpman. Dans le triangle de Karpman, le psychologue Karpman, dans les années 60, a sorti la philosophie du triangle de Karpman. Donc, dans une relation, il y a 3 positions. Un persécuteur, un sauveur, un victime. Maintenant, en période, on passe tous dans le triangle, mais on a tous une position qui est préférée, qu'on aime le plus. Nos mentorés aussi. Puis, chacune des positions, elle est justement interdépendante. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de persécuteur. Maintenant, nous, je pense qu'il y en a que vous pouvez vous identifier présentement, on est souvent des sauveurs. La chose qu'on ne réalise pas, c'est quand on sauve quelqu'un, je lui donne une pelle pour creuser son trou un petit peu plus profond. Donc, quand je réalise qu'avec la relation présentement, avec la situation avec mon mentoré, on est dans le triangle, il se positionne soit en victime, soit en persécuteur, mais souvent, quand quelqu'un est dans l'état émotionnel, va se positionner en victime. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est aller au 2e niveau de conscientisation. Quand je sors du triangle, bien, le persécuteur devient un leader, le sauveur devient un coach, puis la victime devient créatrice de sa vie. Puis coach, ça veut aussi dire des fois laisser la personne tomber pour qu'elle puisse apprendre à se relever. Mais en crise émotionnelle,
On a énormément d'invitations pour jouer dans ce triangle-là. Fait que juste se poser la question, dire, OK, moi, ma position préférée, elle est où? Puis mes mentorés, ils sont où? Puis dans la situation qui se passe présentement, elle est où cette personne-là? Puis comment je fais pour justement pas être dans le triangle, mais être au deuxième niveau de conscientisation? On aurait pu passer 1 heure juste là-dessus. Mais je pense que ça vous donne des bonnes idées. Puis, le deuxième pattern comportemental que je voulais amener aujourd'hui, c'est derrière chaque comportement, il y a une intention positive pour la personne qui fait le comportement. Donc, de demander, de dire, OK, qu'est-ce que ça vient nourrir chez la personne, passer à l'action ou ne pas passer à l'action? Fait qu'il y a une intention positive pour la personne qui vient de le faire. Donc, ces deux éléments clés-là du triangle de Karpman puis de l'intention positive, présentement, c'est deux qu'on voit énormément, qu'on gagne à conscientiser pour voir, OK, dans les patterns comportementaux de nos mentorés présentement, on est où dans la dynamique humaine, puis comment est-ce que je peux recadrer justement la situation pour sortir de ce pattern-là. Donc, ce qu'on veut comme processus, on veut écouter, on veut démontrer de l'empathie, créer le rapport pour justement leur parler dans leur schème de communication, que ce soit aller vers, s'éloigner d'eux, pour les aider justement qui changent leur comportement. Nous, la seule affaire qu'on a à faire, c'est de communiquer, de sortir de l'émotion, de les aider à sortir de l'émotion, de mettre au jour leurs croyances, leur dialogue interne pour qu'eux puissent changer leur comportement. Donc, c'est ce que j'avais en version condensée aujourd'hui. Mais l'idée, ce que je voulais vraiment, c'est de vous donner différents outils pour votre boîte à outils de mentor. Parce qu'avec tout ce qui se passe, l'émotion, elle est vraiment au tapis, là, comme là, tu sais. Fait que comment est-ce qu'on prend justement la situation pour aider nos mentorés à gérer leurs émotions puis à passer à l'action, passer par-dessus tout ce qui va se passer. Merci beaucoup, Sarah. Donc, vous avez terminé. Je sais que c'est un tour de force là, pour vous de rassembler tout ça en 35 minutes, mais vous avez réussi. Merci beaucoup. Et effectivement, là, c'est vraiment très intéressant comme concept. Vous avez même donné des trucs hyper pratiques, ce qu'on aime beaucoup. On a eu un témoignage là, que j'aimerais partager là, de la part d'une mentor de Montréal qui est survenue pendant votre présentation. Et qui faisait remarquer, oui, les situations de chacun là, sont quand même très différentes. Cette personne, elle aime dire qu'on est tous égaux face à la même tempête, mais pas égaux dans cette tempête, par contre. Donc, effectivement, là, il y a vraiment plusieurs émotions là, qui peuvent survenir. Et, vous l'avez dit, là, il y a des notions sur lesquelles vous pouvez passer là, vraiment énormément de temps. Moi, j'ai des questions pour vous et j'invite les mentors aussi là, à poser leurs questions. Il nous reste un bon 15 minutes là, pour une période de questions. Donc, vous pouvez le faire. Je vous invite à le faire en utilisant la petite bulle de texte, l'icône converser, et vous pouvez taper vos questions donc dans le chat. Moi, Sarah... Comme questions, commentaires, questionnements. On est preneur, on veut susciter les échanges. Et là, j'ai quand même une question. Là, j'aimerais revenir en fait, là, parce que vous avez donné des super exemples, là, des mots auxquels faire attention, comme le mais, le ne pas, d'autres mots qui ont un impact, là, comme le ensemble, le nous. Et là, vous avez parlé d'excellentes questions à avoir à poser. Est-ce que vous en aurez, vous auriez quelques exemples pour nous d'excellentes questions que le mentor pourrait avoir dans sa poche pour relancer la discussion, faire parler son mentoré? Bien, c'est sûr que ça va dépendre de la situation. Mais moi, une que je vais poser, puis j'utilise tellement, OK, mais dans un monde idéal, là, tu ferais quoi? Dans un monde idéal. Dans un monde idéal, là, ce que ça fait, cette structure de phrase-là,
c'est que ça l'amène le cerveau dans la section créative. Donc, ça l'éteint un petit peu la question, la zone rationnelle, exécutive du cerveau où il y a toutes les limitations, les croyances limitantes. Et ça l'amène justement dans la partie créative du cerveau. Puis là, je fais, OK, dans un monde idéal, là, ça aurait l'air de quoi? Tu ferais quoi? Tu pourrais faire ça comment? Fait que là, dans un monde idéal, va jouer. Moi, je vais m'en servir beaucoup. Puis, on le voit juste dans le body language de la personne que ses yeux, ils partent ailleurs. Fait que je vais jouer avec dans un monde idéal. Imagine, on joue un jeu. Là. Mettons, là, mettons qu'il n'y a rien là, qui se passe. Non, on ferait ça comme ça. Fait que, tu sais, dans un monde idéal, imagine, on joue à un jeu, transforme vraiment justement le point de vue de la personne. Puis tu sais, dans le monde des possibilités, il n'y en a pas de croyances limitantes, là. Il n'y en a pas de peur, là. C'est ça qui empêche les gens, c'est la peur, c'est le dialogue interne. Mais dans le monde des possibilités, tout est là, là. Tout est possible. Bon, donc amener le mentorat à se projeter là, finalement dans un monde où il n'y aurait pas de peur et de contraintes, là. Ça l'amènerait. C'est un bon truc, merci. C'est dans le monde idéal. Oui, là où les sortent, tu sais. Et là, il peut vraiment laisser libre cours à son dialogue intérieur, donc. Oui, puis tu sais, si on voit que quelqu'un reste coincé, c'est là, je vais dire, OK, mais là, on joue un jeu, là, on fait semblant. Là, il décroche du rationnel, puis il s'en va justement dans le côté créatif, où là, l'innovation, là, c'est là qu'elle habite. Et vous avez aussi là, mentionné quelque chose d'intéressant, là, comme quoi grosse partie du langage là, venait du corps. Donc, en personne, c'est intéressant, mais en virtuel, là, comment est-ce qu'on fait pour bien utiliser le corps là, pour se faire comprendre? Est-ce que vous avez des trucs à partager aux mentors, puisque les rencontres mentorales ont maintenant lieu en virtuel et on ne sait pas combien de temps elles vont se poursuivre ainsi? Auriez-vous des petits trucs à nous donner pour passer au-delà du virtuel? Bien, dans les mots de corps, dans le fond, le corps aussi, on peut y aller avec les mots. Tu sais, comme je disais, au lieu de je voulais te dire, je tenais à te dire. Un mot que moi, j'utilise jamais, mais tu sais que souvent les gens, honnêtement, ben, d'aller avec sincèrement. Puis dans le virtuel, les mains. L'utilisation des mains. Fait que moi, souvent, quand je vais parler, puis je le fais inconsciemment, là, mais je vais souvent aller voir une gestuelle qui est comme ça. Inconsciemment, qu'est-ce que je suis en train d'envoyer? Je suis en train d'envoyer justement qu'on est ensemble. On fait ça ensemble. Un autre truc de ninja, vraiment, puis dans le virtuel, ça fonctionne pareil, c'est faites des dessins. Si vous avez, moi j'ai un tableau blanc ici, mais tu sais, même un papier, puis tu sais, vous faites un dessin, la personne qui dessine dans une conversation domine une conversation. Donc, moi, je vais faire un dessin, mettons, si je vais expliquer n'importe quel choix, ou même si, tu sais, eux, ils me parlent, puis ils me parlent de leurs idées ou quelque chose, je vais aller l'écrire. Je vais aller écrire les mots-clés de qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire. Ça l'enlève le focus, justement, sur ce fameux dialogue interne-là, tu sais, parce que le dialogue interne puis l'autocritique, c'est ce qui tue toute l'ambition. Fait qu'il faut les amener justement à mettre ça au jour, puis de le tasser, de le modifier, de le tasser des fois, de le challenge. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond, merci. On a une question précise. Quelqu'un aimerait, Monsieur Claude Deschênes, il vous dit merci pour avoir questionné l'utilisation du mot « mais ». Par contre, il aimerait un peu de précision là, sur la réaction que ça induit. Et on comprend effectivement qu'il faut trouver d'autres façons d'exprimer le mais. Et si vous pourriez nous redonner quelques exemples par des mots simples, en fait, là, comment est-ce qu'on peut contourner ce fameux mais? Bien, moi, je vais aller changer avec et en même temps. Fait que, donc, j'ai pas d'exemple. Je vais prendre un exemple corporatif parce que là, c'est ça qui me monte au cerveau. Mais tu sais, si je dis à quelqu'un, tu as fait un super beau travail, mais la prochaine fois, peut-être qu'on pourrait faire telle chose. Je viens d'effacer, là, tu as fait un super beau travail. Je prends la même phrase, puis je dis, tu as fait un super beau travail, puis en même temps, la prochaine fois, qu'est-ce que tu penserais si on ferait ABCD? Là, je viens de faire le lien entre les deux. Je viens de faire du pouce sur ma phrase.
Ceci dit, il y a des places où intentionnellement, on va aller utiliser le mais. Oui, présentement, il y a un temps de pandémie, mais il y a aussi des opportunités de se renouveler. Là, je l'utilise intentionnellement. Je veux enlever cette portion-là. Donc, il y a une façon qu'on va vouloir aller l'utiliser. L'affaire, c'est que souvent, on l'utilise sans même y penser. Donc, juste le ressentir, si quelqu'un vous dit « super beau travail, mais qu'est-ce que tu penserais si la prochaine fois on ferait telle chose? » Ça vient de faire le super beau travail, le cerveau, il ne colle pas. Parce qu'on se souvient que le cerveau, sa job, c'est de nous garder en vie. Donc, lui, son travail, c'est de nous garder dans sa zone de confort et de toujours regarder est-ce qu'il y a des menaces en quelque part. Fait que maintenant, la menace, c'est plus un tigre qui peut arriver entre deux arbres, mais maintenant, la menace, c'est le stress, c'est le rejet. Donc, c'est juste le cerveau qui fait son travail. Et un autre de nos mentors, M. Rosaire-Quévillon, se pose la question, est-ce qu'il peut utiliser la question dans ton monde idéal lorsqu'il s'adresse à son mentor plutôt que dans un monde idéal? Et selon vous, ce serait quoi la différence de réaction avec ce petit changement-là? Justement, c'est qu'on ne veut pas qu'il se l'attribue trop. Parce que dans mon monde idéal, ben là, dans mon monde idéal, c'est parce que là, il se passe telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait qu'on veut une dissociation émotive. Donc, c'est la même chose que si je demanderais à quelqu'un, OK, parfait, tu as une amie qui a la même situation, qu'est-ce que tu lui dirais? On est bon pour régler les problèmes des autres mieux que les nôtres à cause d'une chose. C'est l'attachement émotionnel que nous, on est dedans. Donc, dans mon idéal, je suis rattachée quand même émotionnellement à ça. Fait que là, je vais rester dans mes croyances limitantes, dans mes peurs. Donc, dans un monde idéal, mais là, ta minute, c'est comme régler le problème de ma voisine. OK. Donc, il y a vraiment une nuance là, entre les deux. Là. Il y a une dissociation émotive qu'on va aller faire. OK. Et Bruno Morin nous partage une question ouverte là, de Sarah Sandberg, qui serait la numéro 2 de Facebook, un peu pour faire du pouce là, dans le fond. C'est la queen de Facebook. La queen de Facebook, on le garde, c'est très bon. Et en fait, on pourrait s'inspirer un peu de sa question, puisqu'elle pose souvent la question, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Oui. Pour vous, c'est une bonne question, ça? C'est une excellente question. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 10 fois plus de courage? Moi, je vais souvent aller poser celle-là. Qu'est-ce que tu ferais si, peu importe ce que tu fais, tu savais que ça allait marcher? Là, je viens d'enlever une des plus grandes peurs humaines, c'est la peur du rejet. Parce que si je me fais rejeter, le cerveau, on s'entend, le cerveau, c'est un cerveau préhistorique dans des temps modernes. Si je me fais rejeter, je suis exclue de ma tribu, je suis toute seule dans la forêt, je vais peut-être mourir. Le cerveau fonctionne encore comme ça. Fait que, donc, si tu savais là que ça allait marcher, tu ferais quoi? Fait que ça revient encore à, c'est d'autres façons aussi dans un monde idéal. Si tu n'avais pas peur, si tu savais que ça allait marcher, qu'est-ce que tu ferais? Okay. Donc, une bonne question à réutiliser là, de Mme Sandberg. On a une autre question de M. Pierre-Stéphane Lafrance, qui justement évite là, souvent le pourquoi, qui s'avère confrontant, et il le remplace par comment ça t'est venu, cette idée? Comment as-tu pensé à ça? Mais est-ce que vous auriez d'autres suggestions pour remplacer le pourquoi? Bien, le qui, comment. OK. Le pourquoi, on va aller l'utiliser, comme je disais, pour venir ancrer une décision que le mentoré a pris lui-même. Quand je veux que quelqu'un se vende elle-même à une idée, là, je vais aller utiliser le pourquoi. Mais à mis à part de ça, le quand, comment, qui. Je trouve que souvent aussi, nos mentorés, les entrepreneurs, pensent que c'est eux qui doivent le faire. C'est comme, OK, qui pourrait faire ça? Qu'est-ce que... Fait que je vais aller jouer souvent dans ces structures de phrases-là pour justement rester éloigné du pourquoi. D'accord. Et là, j'aimerais vous entendre un peu, Sarah. Là, dans le fond, vous aviez parlé là, de ne pas de la relation là, avec
dans la relation d'aide, finalement, de devenir sauveur. Et ce n'est pas le but des mentors. Donc, ça serait quoi les signes à surveiller là, chez les mentors, finalement, là, pour qu'ils ne basculent pas en relation d'aide? Donc, comment on peut déceler que notre mentoré a besoin d'une aide plus que mentorale, d'une aide professionnelle là, versus un accompagnement mentoral, ou tracer la ligne pour les mentors? Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi une question de la dépendance, parce que dans le triangle, il y a une interdépendance là-dedans. Fait que c'est de voir est-ce que la personne, elle a besoin de moi. Si elle a besoin de moi, je suis absolument dans le triangle là. C'est là où il faut sortir. Mais c'est pour ça aussi, je parle beaucoup du dialogue interne. Je parle du dialogue interne pour nos mentorés, mais je parle du dialogue interne pour nous aussi. Parce que si moi, je suis dans mon propre dialogue interne, je ne me rendrai même pas compte que je suis dans ce triangle-là. Donc, souvent, c'est juste de peut-être prendre un pas de recul, prendre une respiration, dire, OK, une minute, est-ce que la personne est en train de m'inviter à jouer dans le triangle? Puis des fois, l'invitation va être grosse comme ça, là. Mais vu qu'on ne prend pas le temps de prendre le temps, on embarque dans le jeu. Fait que des fois, c'est juste de prendre une respiration, 5 minutes. Est-ce conscientiser? Est-ce qu'on s'approche du triangle? Est-ce qu'elle est assise dans le triangle et elle a envie de jouer là-dedans? Personnellement, je n'ai pas le goût de jouer. Fait que là, je vais aller prendre une posture de coach, de mentor, que c'est comme, regarde, tu n'as pas besoin de moi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? OK. Donc, on peut se référer là, justement à le triangle que vous avez présenté là, de sauveur et de ça serait un bon truc là, pour nos mentors. Merci beaucoup. Mais pour faire du pouce un peu là-dessus, là, si on se rend compte là, que notre mentoré devient très émotif, il vient les yeux pleins d'eau et que là, le mentoré souhaite camoufler son émotion, comment est-ce qu'on fait là, pour faire ressortir, pour qu'il n'y ait pas peur d'en parler, trouver les bons mots? Et qu'est-ce qu'il faut éviter aussi? Moi, j'irais avec des excellentes questions. Parce que si on s'entend que, surtout avec tout ce qui se passe, il y en a beaucoup, hein, des émotions en fleur de peau. Fait que moi, je vais aller poser des questions comme, OK, qu'est-ce qui vient de remonter là? Ou on dirait qu'il s'est passé quelque chose là. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? La clé là, quand on pose une question, c'est je pose une excellente question et j'attends 4 secondes. La magie, c'est dans le silence que ça se passe. Fait qu'on a tendance à vouloir meubler le vide. Mais de poser une excellente question de OK, qu'est-ce qui remonte là? Puis d'arrêter de parler. Là, c'est un petit silence awkward, là. Je ne sais pas comment on le dit en français, là, mais un petit silence où ce que. Un peu malaisant, là. Un petit silence malaisant, c'est parfait. Ça veut dire qu'on est à la bonne place. Fait que je pose une question, une excellente question, puis j'attends 4 secondes. Puis c'est là qu'ils vont nous le dire. Mais nous, il faut prendre le temps de ces 4 secondes-là. Bien, merci beaucoup, Sarah. Écoutez, c'est malheureusement tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je sais que les gens en auraient pris plus d'ailleurs. Ils étaient très contents. Beaucoup de merci dans le chat. Merci énormément, Sarah. Je suis certaine là, que vos interventions là, ont permis à plusieurs de vos collègues d'identifier des stratégies qui vont leur permettre de mieux accompagner là, leur mentoré. D'ailleurs, on va rendre la présentation publique là, sur notre site Internet. Donc, vous pourrez vous y référer par la suite. J'en profite là, pour rappeler à nos mentors, il s'agissait vraiment d'un partage d'expérience. Ce n'était pas une formation, il n'y aura pas de reconnaissance là, par rapport à ça. Donc, on était bien content de pouvoir bénéficier de votre expertise. Merci, Sarah. Et il faut rappeler aussi qu'on a mis à la disposition des mentors là, quelques ressources là, et quelques références aussi aux besoins pour orienter vos mentorés qui peuvent vivre de la détresse psychologique en cette période-ci. Et ne pas oublier qu'en tant que mentor du Réseau M, vous avez droit également au programme d'aide aux mentors bénévoles. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là dans notre section initiatives et ressources qui s'adresse aux mentors sur notre site Internet réseaum.com/initiatives et ressources/mentor. Je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil. Sarah, nous, si on veut poursuivre la discussion avec vous, faire appel à vos services, on peut toujours aller vous contacter à travers votre site stratégiste.cc. C'est bien ça? Oui.
Parfait. Ben, je souhaite à tous une excellente journée. Sarah, encore un grand merci. Merci énormément à tout le monde. Puis j'espère que ça vous donne justement plus d'outils dans votre boîte à outils. Très intéressant. Bonne journée. Merci. Euh, euh, donc là, je pense que oui, de plus en plus de gens se déconnectent. Donc, Sarah, si tu veux rester